Imagine un instant que la mort ne soit pas une fin, mais simplement une frontière. Une porte que l'on franchit, un passage. Et que derrière cette frontière, quelque chose continue. Pas sous la forme d'un paradis lointain, ni dans les profondeurs d'un enfer symbolique. Mais ici, dans ce monde, encore et encore. La question paraît folle. Incomfortable. Derangent. Pourtant, à travers les continents, les siècles et les cultures, certaines histoires résistent. Elles ne s'expliquent pas, ne s'effacent pas. Des récits d'enfants trop jeunes pour mentir, de personnes trop ordinaires pour inventer, de détails trop précis pour être des coïncidences. Des fragments d'existence qui semblent traverser le temps. Alors ce soir, je t'emmène dans les dossiers les plus troublants de la réincarnation. 7 cas réels. Cette histoire documentée, étudiée, enquêtée. Cette vie qui n'en serait peut-être qu'une seule, répétée plusieurs fois. Tout commence dans un petit village à la frontière entre la Syrie et le Liban. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les récits se transmettent comme des légendes, mais où personne n'ose mentir sur ce qui touche au sacré. Là-bas, un enfant de 3 ans à peine se met à raconter quelque chose d'inattendu, d'effrayant, d'impensable. Il dit se souvenir de sa mort. Il parle d'une époque très proche, comme si c'était arrivé hier. Il dit qu'il a été tué, qu'un homme l'a frappé à la tête, et qu'il sait exactement où son corps a été enterré. Les adultes d'abord sourient, pensent à un jeu d'enfant, à une imagination trop fertile. Mais le garçon insiste. Il connaît des détails. Il parle d'une maison, d'un homme, d'un outil. Il porte même sur son propre crâne une marque étrange, une tache de naissance foncée, ronde, située exactement là où il affirme avoir reçu le coup fatal. Et plus il parle, plus les villageois sentent que quelque chose cloche. Ce qu'il dit sonne vrai. On décide donc de suivre l'enfant. Il marche, sûr de lui, comme s'il connaissait la route par cœur. Comme si ses pieds l'avaient déjà parcouru dans une autre vie. Il mène les adultes dans un champ, puis près d'un arbre isolé. Il s'arrête, pointe du doigt la terre et dit « Je suis ici ». Les hommes creusent. Quelques minutes plus tard, on retrouve un squelette. Et la boîte crânienne porte une fissure, exactement à l'endroit indiqué par l'enfant. L'affaire remonte jusqu'au docteur Ian Stevenson, l'un des plus grands chercheurs sur les mémoires de vies antérieures. Pendant plus de 40 ans, il étudiera ce cas comme un modèle. Un enfant trop petit pour inventer. Des faits vérifiables. Un meurtre résolu par un souvenir d'une vie passée. Si ce récit est vrai, alors la mort n'efface rien. Elle déplace seulement. À des milliers de kilomètres de là, dans l'Inde des années 1930, une autre histoire secoue tout un pays. Une fillette de 4 ans, chantie de vie, commence à dire qu'elle n'appartient pas à sa famille. Qu'elle s'appelle autrement. Qu'elle vient d'une autre ville. Qu'elle a un mari. Et qu'elle est morte en donnant naissance à un enfant. À cet âge, un enfant ne sait même pas écrire correctement, ne connaît rien de la géographie. Chanty, elle, donne le nom précis d'une ville située à des centaines de kilomètres. Elle décrit la rue, la maison, les couleurs, les meubles, les habitudes de son mari. Elle raconte même la disposition de la chambre dans laquelle elle dit avoir vécu autrefois. Son cas fait scandale. Les journaux s'en emparent. Les religieux débattent. L'histoire remonte jusqu'à Gandhi qui, troublé, décide de faire mener une enquête officielle. On organise alors une rencontre. On emmène Chanty dans cette ville lointaine. Elle n'y est jamais allée. Pourtant, lorsqu'elle descend de la voiture, elle marche directement vers une maison. La sienne, dit-elle. Sans hésitation. Elle reconnaît le mari de sa précédente vie. Elle reconnaît les voisins. Elle demande où se trouve un tiroir dans lequel, selon elle, elle avait caché de l'argent. Le tiroir existe. L'emplacement est exact. Les chercheurs présents sont stupéfaits. Personne ne peut expliquer la précision de ses souvenirs. Et plus encore, la force émotionnelle avec laquelle elle retrouve des lieux et des personnes qu'elle n'a jamais rencontrées, dans cette vie. Quittons maintenant l'Inde pour les États-Unis. Année 2000. Une famille athée, rationnelle, calme. Pas de superstition. Pas de religion. Un couple normal, avec un petit garçon de 2 ans nommé James. Un enfant comme les autres, jusqu'à ce que les cauchemars commencent. Il se réveille en hurlant. Il dit que son avion brûle. Qu'il est enfermé. Que ses jambes ne bougent plus. Qu'il tombe dans l'eau. Les parents s'inquiètent, mais pensent d'abord à un simple rêve. Jusqu'au jour où James prononce quelque chose qui va tout changer. Il parle du nom du porte-avions. Du modèle de l'avion. Du nom d'un autre pilote mort durant la guerre. À 2 ans et demi, il utilise des termes techniques qu'il n'est même pas capable de prononcer correctement. Son père, sceptique, commence à vérifier les informations. Tout correspond.
Un pilote américain est mort exactement comme le décrit l'enfant, en 1945. Sur le porte-avions que James cite. Le nom du pilote est identique à celui qu'il prononce. Les détails sont trop précis, trop cohérents, trop nombreux pour être un hasard. Pendant plusieurs années, la famille documentera chaque étape, chaque souvenir, chaque détail. Aujourd'hui encore, le cas Léninger est considéré comme l'un des plus solides, l'un des plus troublants, l'un des plus difficiles à réfuter. De l'Amérique, revenons en Europe. En Angleterre, plus précisément. 2 sœurs, Johanna et Jacqueline Pollock, meurent tragiquement dans un accident de voiture. Leur mère, dévastée, tombe enceinte l'année suivante. Elle donne naissance à des jumelles, Gillian et Jennifer. Dès leur plus jeune âge, les jumelles montrent des comportements étranges. Elles demandent des jouets qui appartenaient aux 2 sœurs décédées. Elles reconnaissent la ville natale où elles n'avaient jamais été. Elles décrivent l'accident, les voitures, la route. Elles montrent des peurs spécifiques, identiques à celles des 2 sœurs mortes. Et surtout, Jennifer, l'une des jumelles, porte sur son corps une marque de naissance à l'endroit exact où Jacqueline, l'une des premières sœurs, avait une cicatrice. La même forme. La même taille. Le père, bouleversé mais sceptique, observe pendant des années. Le cas est étudié pendant 2 décennies par des psychologues et des chercheurs. Aucun traumatisme, aucune suggestion parentale, aucune explication rationnelle ne permet de comprendre comment 2 enfants nés après un accident peuvent en décrire les détails. Comment elles peuvent reconnaître des jouets, des rues, des souvenirs, qui ne leur appartiennent pas. En Inde encore, un autre garçon, Ravi Shankar Mishra, affirme à 6 ans avoir été propriétaire d'une boutique dans un village qu'il ne connaît pas. Il donne le nom, l'adresse, le type de produit vendu, les dettes, les disputes, jusqu'au nom d'un employé. La famille, intriguée, vérifie. Le village existe. La boutique existe. La famille du défunt existe. Et lorsque le garçon les rencontre, il reconnaît chacun d'eux. Ils racontent des détails de leur vie familiale, d'événements qu'ils n'ont jamais racontés publiquement. Tout est exact. Le garçon n'a aucune explication. Il dit juste « je m'en souviens ». Au Tibet, dans un monastère perdu dans les montagnes, un jeune enfant affirme avoir été moine dans une vie précédente. Les religieux ont l'habitude des histoires spirituelles, mais ce garçon-là est différent. On le met à l'épreuve. On l'emmène dans un monastère éloigné, qu'il n'a jamais visité. Pourtant, il marche dans les couloirs comme s'il les connaissait. Il sait où se trouvent des salles secrètes, des archives non accessibles au public, des objets cachés. Les moines sont stupéfaits. Un ancien moine est mort peu avant la naissance du garçon. Et celui-ci connaît des détails, que seules 2 ou 3 personnes connaissaient réellement. Enfin, un dernier cas, venu de Suède. Une jeune femme commence soudain à parler et écrire dans un dialecte du XVIIe siècle. Un dialecte disparu. Ankanu. Introuvable dans les livres modernes. Elle décrit des lieux anciens, des détails architecturaux effacés depuis longtemps. Des historiens vérifient. Tout est exact. Elle ne peut pas l'inventer. Elle n'a pas la culture, ni les compétences linguistiques pour manier une langue oubliée. Pourtant, lorsqu'elle est dans cet état étrange, elle raconte des scènes, des émotions, des odeurs, comme si elle y était. Comme si elle y avait vécu. Alors, que faut-il en conclure? Ces histoires ne prouvent pas la réincarnation. Aucune d'elles, prise isolément, ne renverse les lois de la science. Mais ensemble, elles forment quelque chose de plus puissant. Une mosaïque. Un motif. Une trace. L'idée que certaines mémoires résistent à la mort. Que la conscience ne s'éteint peut-être pas avec le corps. Qu'elle franchit une frontière. Qu'elle se transmet. Qu'elle revient. Et si ces cas ne sont pas des coïncidences? Et si certaines personnes, certains enfants, certaines âmes, transportaient avec elles un fragment de leur passé? Comment expliquer un enfant de 3 ans qui retrouve son propre meurtrier? Comment expliquer une fillette qui reconnaît une ville qu'elle n'a jamais vue? Comment expliquer un garçon qui se souvient d'une guerre finie 60 ans avant sa naissance? Comment expliquer 2 jumelles qui pleurent des souvenirs appartenant à 2 sœurs mortes avant elles? Comment expliquer un garçon qui se souvient du commerce qu'il gérait dans une vie précédente? Ou un Tibétain qui retrouve un monastère sans jamais y être entré? Ou une femme qui écrit dans une langue morte depuis 3 siècles? À moins que tout cela ne soit pas à expliquer. À moins que la mort ne soit pas une fin. À moins que tu n'aies déjà vécu. Peut-être plusieurs fois. Peut-être sous d'autres noms. D'autres visages. D'autres destins. Et alors, une dernière question s'impose. Si tu as déjà vécu, que vas-tu faire de cette vie-ci?